Des pilotes espagnols et français, un troisième pilote australien, un directeur d'équipe américain d'origine roumaine, un patron français, un grand patron italien, une usine française, une usine anglaise et un italien fan de Suzuki. Non, ce n'est pas le début d'une blague où quelqu'un s'apprête à tomber du bateau, c'est l'organigramme d'Alpine. Le constructeur automobile né en 1955 grâce à Jean Rédélé appartient au groupe Renault qui, de retour en F1 depuis 2016, souhaitait donner une nouvelle impulsion à son projet. La marque aux losanges a donc propulsé Alpine sur le devant de la scène. Au-delà du passage du jaune au bleu, il y a surtout eu pas mal de changements au niveau des décisionnaires. L'exemple le plus probant, c'est Exit Abitbull et bonjour Laurent Rossi. Voici un nouveau départ. Et pour sa première saison dans l'élite, Alpine a fait plus ou moins du Renault, 5e au niveau du 3e rang du plateau. Vous me direz, c'est normal, les moyens étaient les mêmes et d'une année sur l'autre, impossible de changer grandement la performance. D'ailleurs, le plan il est sur le moyen long terme, on parle des fameux 100 grands prix pour gagner, ça nous emmène en 2023, 2024, 2025. 2022 étant l'année où le changement peut réellement s'enclencher, c'est évidemment l'étape clé du projet Alpine. Beaucoup de choses vont se jouer dès maintenant, on est donc déjà plus ou moins sur le moment charnière, ou en tout cas le début du moment charnière. Côté pilote, le retour de Fernando Alonso a été extrêmement bien réussi. Outre la belle histoire avec la structure, le champion espagnol est motivé par l'envie de remporter une 3e couronne et il joue là sa dernière carte. En 2021, il prenait ses marques et posait ses bases pour la suite, qui commence donc cette année. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est très bien revenu. 4-5 grands prix d'adaptation, pas plus, et ensuite il a plus ou moins déroulé, sans être non plus éclatant ou écrasant, mais mine de rien, toujours dans les bons coups, il a su nous séduire. Au final, il bat Ocon au point, notamment grâce à ce on ne sait quoi qui fait qu'il est toujours bien placé au drapeau à damier. Surtout, sûrement renforcé par ses nombreuses expériences hors Formule 1 vécues depuis 2019, il donne le sentiment d'avoir encore appris et d'être revenu au bon moment et dans le bon état d'esprit. Une chose est sûre, il nous a tous séduits l'an dernier et il attaque désormais le plus dur. Il espérera d'abord que la voiture soit au rendez-vous, puis ce sera à lui de jouer. Viendra l'heure de cet ultime défi. Ocon, lui, je dirais, a définitivement réintégré la Formule 1 l'an dernier. Injustement viré pour des raisons non sportives fin 2018, il a passé 2019 sur la touche avec Mercedes et a pu revenir en 2020 chez Renault pour une saison de réadaptation. En 2021, il est monté d'un cran, faisant souvent jeu égal avec Alonso, s'affirmant comme un pilote profondément constant et donnant d'excellentes garanties quant à sa capacité d'occuper un poste qui compte dans l'avenir. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'il a signé jusqu'en 2024. On croit beaucoup en lui, il est carrément au cœur du projet Alpine. Du haut de ses 25 ans, il a encore beaucoup de temps devant lui et entre progressivement dans son prime. Tout semble au beau fixe du côté d'Esteban qui a tout entre les mains, ne reste plus qu'à performer pour devenir un des acteurs qui comptent. Allez, pour une fois, on va commencer avec les choses qui fâchent. Voici les arguments qui laissent perplexe quant à un éventuel succès d'Alpine en 2022. Premièrement, il semble y avoir une instabilité et un flou dans le cœur du réacteur. La mue de Renault à Alpine a déjà demandé beaucoup de changements et de transitions, pas forcément toutes réussies encore aujourd'hui. Et cet hiver, les départs et les remaniements ont continué, les querelles et les désaccords se sont affichés en public. C'est pas idéal. Même si, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, il ne faut pas surinterpréter tous ces événements, ils traduisent une situation pas tout à fait tranquille, en tout cas en apparence. En plus, on rappelle que l'écurie fonctionne avec 2 usines, une en France à Viry-Châtillon, une en Angleterre à Enstone. Et quand on voit qu'une partie de l'équipe technique, notamment Schaffnauer, n'a été annoncée que jeudi dernier, soit quasiment un mois tout pile avant le début du premier Grand Prix, ouais, on se demande un petit peu comment ça fonctionne. D'autre part, il faut se rappeler que Renault, eux aussi, nous avaient promis monts et merveilles. Eux aussi avaient pour ambition de tout gagner et avaient un plan pour y arriver, mais l'écurie n'a pas su gommer son instabilité et sauter dans la catégorie supérieure. Ça a même été assez décevant en finale. Donc là, même si beaucoup de choses ont changé, on reste globalement dans la continuité et on a tendance à retrouver les mêmes qualités et les mêmes défauts.
La question c'est un peu pourquoi on croirait en Alpine plus qu'en Renault? Moi, je pense qu'il y a des raisons assez légitimes, j'y viendrai, mais il est vrai qu'on n'est pas naturellement confiant, on demande des preuves, et c'est normal. Enfin, ce qui peut freiner un petit peu les ardeurs concernant Alpine, eh bien c'est tout simplement l'ampleur de la tâche. Il y a une concurrence monstrueuse. Il va falloir faire mieux que Mercedes, que Red Bull, que Ferrari, que McLaren, qu'Aston, qui a d'ailleurs un projet qui est à peu près à la même phase. Mieux aussi que les 4 écuries du fond de grille qui veulent également tirer leur épingle du jeu avec ce règlement ouvert. Il va falloir tout réussir, être littéralement parfait. La plus grande révolution de l'histoire, il ne va pas falloir seulement la réussir, il va falloir la dompter. En plus, avoir une excellente voiture, c'est une chose, mais jouer et gagner le titre, c'en est une autre, qu'ils n'ont pour l'instant pas connue. Ça rend la tâche encore plus grande. Mais de l'autre côté de la pièce à présent, il existe plein de points positifs dans le CV d'Alpine. Premièrement, les pilotes. On en a parlé brièvement, mais pour moi, Alonso est vraiment un monstre sacré de ce sport, dans des proportions qu'on ne réalise pas encore, à mon humble avis, et il me semble en pleine possession de ses moyens. Je l'ai trouvé impressionnant sans forcer en 2021, je le crois capable d'être encore plus fort en 2022. C'est un patron plus, Alpine a peut-être un des 3 ou 5 meilleurs pilotes du plateau. Et la chose la plus géniale, c'est qu'à ses côtés, Ocon me paraît être le parfait pilote d'équipe. L'an dernier, il me semble qu'il était celui qui cassait le moins sa voiture et qui était le moins sorti des limites de piste. Il a fait 11-11 en qualif et 12-10 en course face à Alonso. Il n'a que 25 ans pour l'instant, donc encore une belle petite marge de progression. C'est un mec droit, fiable, constant, et il pourra viser très haut à l'avenir. Ouais, j'imagine totalement ce duo comme un duo capable de jouer au très haut niveau. Dans ce domaine-là, Alpine me semble être parmi les mieux fournis. Ce qu'ils ont aussi, et notamment depuis cet hiver, c'est du très gros sponsoring, à commencer par BWT, anciennement chez Aston Martin. Un tel soutien est donc un atout indéniable financièrement parlant, et ça montre aussi la confiance placée dans le projet. On pourrait également rajouter les arrivées lucratives et intéressantes de Kappa ou de Binance. Voilà, clairement, Alpine a de nombreux partenaires. D'autre part, apparemment, ils ont beaucoup focalisé de leur attention sur le moteur cet hiver. Alors, ça peut ne pas marcher, cela peut s'avérer contre-productif, c'est vrai, mais je pense que c'était la chose à faire pour pouvoir espérer jouer devant un jour. Il le fallait, surtout qu'avec le gel des moteurs qui entre en vigueur maintenant, si tu ne fais pas le jump, eh ben t'es mort pour quasiment 4 ans. Si le moteur révolutionnaire qu'ils attendent est à la hauteur des espérances, c'est à coup sûr un pas dans l'excellente direction. Enfin, et c'est selon moi le meilleur argument, je trouve qu'en 2021, quelque chose s'est passé dans leur état d'esprit, ils ont posé là les bases d'une potentielle réussite. La voiture n'était franchement pas très sexy, mais ils ont réussi à en exploiter le maximum, peut-être même plus que ça par instant. Prendre la 5e place est une grosse réussite par rapport à ce qu'ils avaient entre les mains, cela démontre une faculté à répondre présent. Surtout, j'ai aimé leur mentalité, la manière dont ils ont su réagir et élever le niveau au rang des tout meilleurs dans les moments importants. Leur victoire en Hongrie est évidemment due à une multitude de faits de course, mais ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont ils ont géré à partir du moment où Ocon s'est retrouvé en tête. Là, ils avaient vraiment l'air d'un top team. Un team spirit et une puissance collective qu'on a également retrouvé à d'autres moments, comme par exemple dans la construction du podium d'Alonso au Qatar. Vraiment, je trouve que quelque chose a pris. Ils ont passé un cap dans leur setup mental. Je les crois désormais capables de réaliser des performances de haut vol si la voiture est au niveau, ce qui n'est pas donné à toutes les équipes. En plus, ils arrivent sur une dynamique qu'ils ont su se rendre bonne et toute l'histoire autour d'El Plan, quelque part, les lance sur une superbe transition. À voir. En conclusion, je dirais qu'Alpine est un beau résumé du sport français. On a des qualités évidentes, beaucoup de choses pour bien faire, de l'ambition, des moyens, une dynamique. Mais en même temps, on n'est pas non plus les favoris, la tâche et la concurrence s'annoncent absolument énormes, et puis il y a cette petite peur en arrière-plan de ne pas y arriver, de s'écrouler, de passer à côté. La malédiction du sport français, chère à la Fédération française de la loose, n'est jamais très loin.
La balance des arguments des deux camps et la légitime petite retenue qu'on s'impose pour éviter d'être déçu font que le bilan est extrêmement difficile à dresser. Il règne d'une part pas mal d'optimisme et en arrière-plan une petite peur. Pour la note de confiance, je leur accorde donc un 6,5 sur 10. Je trouve vraiment qu'il y a plein de bonnes choses dans ce projet, mais il est clair qu'on est encore en attente de preuves. Pour jouer le titre, ce sera un 6 sur 10, ce qui est vraiment une très bonne note, mais dur de monter plus haut car comme je l'ai rappelé, la tâche est immense. On a donc un Alpine qui à mes yeux est peut-être mieux qu'un Aston. Voici d'ailleurs toutes les notes depuis le début. Pour que vous puissiez faire un petit point, n'hésitez pas à faire pause et j'actualiserai d'ici à la fin de la série. Bien sur ce, j'ai beaucoup parlé, mais en même temps beaucoup de choses à dire et on a un petit peu les pensées qui se bousculent quand on évoque Alpine. Maintenant, la parole vous revient dans les commentaires. Comme chaque soir, j'attends vos avis, analyses, arguments et notes. Débattons. On se quitte avec Enzo Ferrari qui demande « Est-ce que si Laurent se rate, on pourra dire que ça sent le Rossi ?» Oui, je suis d'accord, c'est pas terrible, mais bon, j'avais rien de mieux. À demain.